Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cet autre rendez-vous d'information et de critique des principales questions de l'actualité nationale et internationale de la Côte d'Ivoire. Les grandes questions de l'actualité, pour ce numéro, reçoit le docteur Boga Sako Gervais. Ce n'est pas un inconnu, mais c'est nécessaire de le rappeler. Dr Boga Sako Gervais est un intellectuel et homme politique ivoirien. Il est titulaire du doctorat S-Lettres. Il fut, jusqu'à la date de son exil, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké en Côte d'Ivoire. Il est surtout connu pour son militantisme et son activisme en faveur des droits de l'homme, et ce depuis 20 ans. Homme de terrain et de médias, observateur d'élections, enquêteur, formateur, consultant en droits de l'homme et des résolutions de conflits, Dr Boga a été membre de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire de 2007 à 2017. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Il faut ajouter qu'il est aussi essayiste et auteur de plusieurs ouvrages et articles de presse. Merci. Bonjour docteur et merci de nous honorer chaque fois que nous vous sollicitons. Merci beaucoup, c'est moi. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Event News. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Et puis toujours, je félicite toujours, je vous encourage toujours, parce que le chemin est long. L'Afrique a besoin de démocratie. Et la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Merci bien, docteur. Avec vous, nous allons parcourir donc l'actualité ivoirienne. Mais avant, nous disions tantôt que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Tout à fait. Voilà, le dernier... Oui, le cinquième, oui. Le cinquième ouvrage, tout à fait. Le dernier, c'est Mon combat pour les droits de l'homme et des libertés. C'est ça. Paru chez Mary Bro Foundation Publishing à Londres. Tout à fait. En juin 2017. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi de mettre au grand jour votre combat? Parce qu'en fait, ce livre, si nous fions à la note de l'éditeur, parle des origines et du sens du patriotisme, de votre engagement tout à fait. Dans la résistance, dans le combat pour la société. Pourquoi avoir choisi? Non, c'était important. Non, pas du tout. Pas du tout, loin s'en faut. En fait, c'est qu'il faut comprendre. Bon, j'en ai fait plusieurs. Comme vous l'avez rappelé. Oui. L'avant-dernier aussi, il me touchait beaucoup, Afrique Liberté, que j'ai publié avec une maison d'édition en Allemagne. En fait, mon combat pour les droits et les libertés, c'est un peu pour montrer l'engagement d'un acteur de la société civile dans une grave crise militaro-sociopolitique d'un pays. Et comme vous le savez très bien, dans la crise de 2010-2011, j'ai été révélé par ceux qui ne me connaissaient pas auparavant, parce que comme vous l'avez dit, ça fait plus de 20 ans que je milite pour les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. J'ai commencé en 1994, finissant même mes études estudiantines. Et donc, comment se fait-il que dans cette grave crise de mon pays, je me retrouve pratiquement au cœur, dans le feu des caméras nationales et internationales. Et donc, j'ai voulu dire au monde entier pourquoi est-ce que j'ai pris position dans la crise de 2010-2011. Pourquoi est-ce que j'ai défendu les institutions de la République de mon pays. Pourquoi est-ce que je défends et je défendrai toujours le président des Ivoiriens qui se trouve à la Cour pénale internationale pendant que l'autre protagoniste est à la tête de mon pays. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Il est un peu partout ici en France. Et puis on peut le trouver aussi à la librairie Taméry, avec qui nous avons un partenariat. Bien entendu, le livre a été produit à Londres. Et donc, notre éditeur, M. Saïri, gère la maison d'édition, Mary Bro Foundation Publishing. Donc, on peut le trouver là-bas. Et puis surtout, j'invite les compatriotes ivoiriens et africains le 5 novembre ici à Paris. Avant de revenir à la chose, il est en vente en Côte d'Ivoire parce qu'il... Alors pour l'instant, l'éditeur est en train de gérer parce que de toute façon, moi je suis écrivain, auteur, mais pour ce qui est de la vente, le marketing et tout cela, je laisse cela aux professionnels de le faire. Oui. Parce qu'un écrivain, ce n'est pas un vendeur de livres. Oui, donc il y a... Sur la Côte d'Ivoire quand même, ce serait... Oui, bien sûr que le livre sera vendu en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'à un moment donné, le régime d'Abidjan censure un certain nombre d'ouvrages, mais là, j'avoue que c'est un peu un témoignage que je voudrais faire aussi, parce que je terminerai par là ce livre. J'allais dire, si je devais le résumer, c'est un peu une profession de foi, c'est un témoignage. Parce que si je suis aujourd'hui en exil, c'est parce que Dieu m'a sauvé la vie. Et en étant caché, pendant qu'on prenait le président Laurent Gbagbo, étant dans ma cachette, je disais toujours au Seigneur que je rendrais témoignage
s'il me sauvait la vie. Oui, mais justement, après, donc, quelque part, après Laurent Gbagbo, on vous a vu à Abidjan, on vous a vu au palais de la... Ah oui, je suis resté... Tout à fait. En quoi est-ce que vous étiez menacé? Ah oui, dangereusement, parce que la dernière que je vous révèle, c'est que quand ils ont pris le président, le 11 avril 2011, et je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 10 juin 2011, c'est-à-dire à peu près un mois après, mais toujours caché. Et donc, c'est depuis ma cachette que je reçois une note d'invitation de la part d'un collègue qui avait mon numéro de téléphone me disant que le cabinet de M. Ouattara m'invitait au palais présidentiel comme les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, parce qu'il avait lancé 3 jours de deuil national, à savoir du 17 au 21 mai 2011, avant qu'il ne fasse son grand show de Yamoussoukro le 21 mai. Et donc, voilà comment je me suis dit, depuis ma cachette, dans tous les cas, ils ont pris le président Laurent Gbagbo, dans tous les cas, je suis encore dans le pays. Donc, tôt ou tard, il faut que je sorte. Et comme aujourd'hui, le régime m'a donné une invitation pour aller au palais, je décide de prendre mes responsabilités en allant au palais présidentiel. Et j'y suis allé. Et c'est comme ça qu'après cette cérémonie, je suis sorti du pays. Vous avez été menacé? Gravement. Parce que si je suis réfugié politique, c'est parce que les menaces étaient palpables. Donc la communauté internationale m'a donné le refuge politique pour 5 ans, une première fois, et c'est renouvelé. Donc ce livre trace donc toutes les lignes de cette émouvante histoire. Exactement, merci. Vous le disiez tantôt, hein, tout à fait. Il y aura une grande dédicace. Oui. Qui sera suivie d'une conférence en même temps sur la situation sociopolitique ivoirienne, le 5 novembre à l'AGK. À l'AGK, oui. Je crois que c'est au 177 rue... 177 rue de Charonne. Tout à fait. Arrondissement de Paris. Exactement. Donc la plupart de mes compatriotes ont confirmé, ils sont tout à fait nombreux, tous les leaders d'opinion de France, que ce soit, voilà, ils ont tous confirmé. Jo Mamadou, je voudrais saluer également mon ami Maître Seri Zoukou qui me fait l'amitié de faire le déplacement depuis la haie, hein, je serai avec plaisir. Donc tous les amis ont donné leur accord. Je salue au passage M. Christian Vabé aussi, mon ami et frère de tout temps, il sera là avec Pascal Logbo, le président du NPR. Voilà, c'est-à-dire Yvette News, naturellement. La nouvelle recrue de EDS. Ah oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer au passage le président de l'EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Le thème de cette rencontre sera quel peut être l'impact de la crise post-électorale de 2010 à 2011, c'est ça, ouais, sur la Côte d'Ivoire de demain. Exactement, c'est-à-dire que vous voyez tous les soubresauts que vous voyez aujourd'hui à Abidjan, tout ce qui se passe, on est dans la continuité de la crise de 2010-2011. Elle n'est pas finie, cette crise-là. Elle est grave et elle continue. Et donc on va en parler. Ok, on va en parler. Ce serait précisément le dimanche 5 novembre 2017, de 14h à 18h à l'AGK, métro Alexandre Dumas, ligne 2. Tout à fait. Et j'attends tous les Ivoiriens et les panafricains. D'accord, merci bien. Nous allons venir à l'actualité ivoirienne. D'accord. Si vous permettez. Il n'y a pas de souci. Et le premier sujet qui nous vient à l'esprit, c'est le procès du président Laurent Gbagbo. Celui pour qui vous êtes en exil d'ailleurs. Merci. Le procès qu'on a une pause depuis quelques jours. Tout à fait. Parce que la CPI dit qu'elle n'a plus de moyens. Regardez comment c'est ridicule. D'accord, ok. Mais notre préoccupation voilà, porte sur le passage du témoin qui semble être le plus important en ce moment pour l'accusation. Ah ouais. Le passage du chef d'état-major, le général du corps d'armée Philippe Mangou. L'ex-chef d'état-major. Oui, l'ex-chef d'état-major. Ouais, d'accord. Le chef d'état-major au moment des faits. Aujourd'hui ambassadeur. Quel est votre jugement de ce passage, de ce témoignage? Alors, je pense que beaucoup de choses à dire, mais je dirais très peu. L'essentiel. Oui, tout à fait. Je dirais très peu. Et je vais m'en tenir à la conclusion de M. Mangou. Il a dit en substance qu'il se réjouissait d'être venu à La Haye parce qu'il a parlé à visage découvert et il a dit sa part de vérité, etc. Il n'était pas venu pour condamner ou pour libérer, mais en tout cas, il est venu donner sa part de vérité et tout cela. Moi, je voudrais simplement lui dire que pour ceux qui sont croyants, ils doivent bénir Dieu parce que c'est Dieu qui a fait que M. Mangou est venu témoigner à visage découvert. Les Mangou et autres étaient des gens qui voulaient venir condamner le président Laurent Gbagbo en témoignant à visage caché. Souvenez-vous qu'il s'est produit un fait majeur à la Cour pénale internationale où des micros ouverts, pendant qu'ils étaient en mode huis clos partiel, huis clos même, et les noms de ces officiers supérieurs-là ont été révélés. C'est cette révélation-là, à partir de cette révélation-là, que tous ces témoins qui étaient venus, qui étaient préparés pour condamner en fait le président Laurent Gbagbo ont été dévoilés.
À partir de là, tout ce qu'ils vont raconter en faisant croire que non, ils ne sont pas venus pour que... Non, vous étiez venus pour le condamner. Pour vous. Maintenant, je viens. Pour vous. Oui. Mangou devait venir dire ce qui s'est passé ou Mangou devait venir blanchir Gbagbo? Alors, écoutez, on ne peut pas être le chef d'état-major d'une armée républicaine où le chef de l'État est incarcéré pour crime contre l'humanité et puis le chef d'état-major est tout réjouissant, ambassadeur, il est tout heureux, il est en costume, cravate et tout. Non, je le dis pourquoi? Parce que pour que cela soit, il lui fallut qu'il démissionnât. Oh! Non, il s'agit... S'il vous plaît, non, je vais vous dire ce que je reproche, et je reprocherai toujours à M. Mangou. Il dit qu'il, depuis le 3 décembre 2010, lui, il était persuadé que celui qui avait gagné l'élection s'appelle Alassane Ouattara. Le 3 décembre 2010. Alors, tous les simagrées qu'il est allé faire au stade Champrou, en galvanisant les jeunes patriotes, ça servait à quoi? Oui, je ne suis pas Philippe Mangou, mais il a expliqué quand même. Il a expliqué quoi? Non, attendez, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. Quand vous considérez que le président, il a voulu faire croire qu'en substance, le président Laurent Gbagbo voulait l'amener dans un combat perdu d'avance. D'abord, même le président Laurent Gbagbo n'avait pas gagné l'élection, et puis il a demandé, et puis lui-même n'avait pas de munitions, etc., etc. Mais moi, je l'ai vu en train de danser. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais un observateur de la vie sociopolitique de mon pays. Un chef d'état-major qui chantait Laurent Gbagbo. Mais le monsieur n'a pas gagné l'élection, tu chantes Laurent Gbagbo. Et puis au finish, je vais m'arrêter encore sur un fait. Il dit qu'il allait demander au président Laurent Gbagbo de démissionner. Mais je me demande en tant que qui, à quel titre? Mais pourquoi il ne demande pas à M. Ouattara de démissionner? Mais en tant que chef d'état-major, il était conseiller quand même, conseiller militaire. Oui, il était d'abord, oui, très bien, il était conseiller militaire. Il lui demande de démissionner parce que dans son esprit, le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné l'élection, il a encore 5 ans pour revenir. Mais lui qui le dit, sur quelle base il le dit? Qui lui a dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas gagné l'élection? Parce que dans une élection, il y a une instance qui te permet de savoir qui a gagné l'élection. Sur quelle base il le dit. Et puis pourquoi il demande? Parce que lui, il était très bien placé, puisqu'il parlait tous les jours avec Soro Guillaume, de nuitamment, avec M. Ouattara. Mais pourquoi il ne dit pas à M. Ouattara de démissionner? Et puis il demande au président Laurent Gbagbo de démissionner. Si Ouattara avait gagné. Ben, très bien. À partir du moment où pour lui, M. Ouattara avait gagné, et que M. Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir, depuis le 3 décembre 2010, M. Mangou dit, M. le Président, voici ma démission. À partir du moment de ce moment-là, il était libre, mais il ne va pas danser au champrou avec les jeunes patriotes pour leur dire, oui, je suis prêt, nous sommes prêts pour le combat. Et puis il ne fait pas des témoignages, il ne s'adresse pas publiquement à Soro Guillaume pour lui dire, lui il était un séminariste, etc., etc. Et pendant ce temps, la nuit, vous complotez. Moi je pense que quelque part, il était allé à la Cour pénale internationale pour se réhabiliter. C'est-à-dire que la CPI lui a donné, comme il a été un général qui a fui ses troupes, qui a fui le combat, c'est ce qui restera collé à son image à vie. Donc, il s'est servi un peu de la tribune de la CPI en voulant se laver. Moi, je vais vous dire, il a blanchi le président Laurent Gbagbo. Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que le grand fait, il y a 4 chefs d'accusation majeurs contre le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas, oui, il voulait rencontrer Kono Zakare. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans même un chef d'état-major qui parle comme cela, je me demande finalement s'il était digne des hautes fonctions de la République. Oui, expliquez. Vous dites non, mais je termine. Oui. Non, c'est important cette parenthèse-là. Vous savez, quand on assume les hautes fonctions de la République, dans la République, quand on quitte même le poste, on est astreint, on est à l'obligation de réserve. Oui. C'est vrai qu'il était devant les institutions. Oui, bon, oui, mais il a dit la vérité, c'est pas de dire oui que le président Laurent Gbagbo est allé rencontrer Koné Zakare. C'est pas ce qu'on te demande. Il y a 4 chefs d'accusation. On dit qu'il y a eu le 16 décembre, il y avait une marche. Le président Laurent Gbagbo et ses troupes auraient maté les gens, il aurait tué concernant la marche. Après, il y a eu en mars, il y a eu les femmes d'Abobo. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu 4 chefs d'accusation de ce genre-là. Concrètement, qu'est-ce que vous dites s'agissant de l'implication du chef de l'État Laurent Gbagbo? Là, quand je dis qu'il a disculpé, non, il a dit, il a reconnu que les véhicules qui passaient sont des véhicules de l'armée et de l'armée ivoirienne dont il était le patron, mais en même temps, il a ajouté que ce n'étaient pas ces hommes qui étaient... Très bien. Alors, véhicule, ça veut tout dire. Oui, non, mais je vais dire, non, je n'ai pas fini. Quand je dis, il y avait un fait majeur. Allez-y. La question des femmes d'Abobo. Parce que quand vous suivez la chronologie des faits, c'est à partir de ce soi-disant bombardement du marché d'Abobo que la communauté internationale a été prise en émoi et elle a rapidement décidé, très vite, de l'arrestation du président Laurent Gbagbo. M. Mangou dit que
ce n'est pas le chef de l'État, Laurent Gbagbo, qui a demandé que Abobo soit pris pour zone de guerre, que c'est lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le plan commun dont on soupçonne, dont on accuse le président Laurent Gbagbo, puisque M. Mangou était au cœur de la République. Non, il était au cœur de la République, il allait même dans la chambre du président. Il parlait avec lui, il l'appelait. Si lui n'a pas confirmé qu'il y avait un plan commun, je suis désolé, mais où on va aller trouver le plan commun? Donc c'est pour dire quelque part que, et je me résume sur cette question, d'un point de vue éthique, d'un point de vue déontologique, d'un point de vue moral, M. Mangou est une déception. Et ça, je le dis et je l'assume. Maintenant, parce que moi, à sa place, j'aurais démissionné très vite. Dès l'instant où je vois que vous n'êtes pas digne d'être soutenu, et au nom de ma conscience, en tant que chrétien, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'a pas gagné l'élection, qui a pipé l'élection. Je démissionne. Je garde mon honneur et ma dignité. M. Mangou ne l'a pas fait. Mais pire, il est allé dans un stade, galvaniser les jeunes patriotes. Donc les 3 000 morts, les 5 000 morts, il a sa part de responsabilité. Et c'est pour cela que une avocate de la défense lui avait demandé, en tant que chrétien, puisque vous avez tellement parlé de Dieu, en tant que chrétien, vous n'avez aucun remords et tout. Il dit, moi j'ai fait mon travail, parce que pendant ce temps, M. Laurent Gbagbo n'avait pas fait la passation des gens, il était arrivé. C'est des contradictions. Dès l'instant où tu dis, depuis le 3 décembre, il n'était plus vainqueur, et qu'il s'est accroché, tu aurais pu lui dire, et puis tu ne vas pas danser au stade, au Champrou. On va toujours rester à la Cour pénale internationale. Restons-y donc. Mediapart a récemment fait des révélations sur l'affaire Laurent Gbagbo. J'imagine que cela vous a inspiré plein de commentaires. Ah oui. Servez-nous l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est que je vous assure que c'est le tournant décisif du procès Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Pourquoi c'est décisif? Cher ami, ce que Mediapart a dit, je tiens à préciser que tous les patriotes, tous les résistants, les analystes ivoiriens, africains, allez-y sur Afrique Média, partout, ça a été dit. Mais comme c'est dit par Dr Boga, qu'on considère comme ayant pris position en faveur du président Laurent Gbagbo, on ne considère pas. J'ai écrit, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, qui a été publié le 12 janvier 2012 en Italie, et ça a été traduit en italien. La guerre d'Abidjan, un conflitto da evitare, un conflit qu'on aurait pu éviter. Ça a été traduit, ça existe. Ce que Ocampo a fait, nous l'avons dit. Mais comme nous sommes des Noirs, comme nous sommes des Ivoiriens, et comme il y a deux blocs, quand on n'est pas du bloc de Ouattara, on considère que ce que vous dites, oh, ça c'est acheté par Gbagbo. Aujourd'hui, je me réjouis que ce soit des médias occidentaux. Quand on cite Mediapart, ici en France, et même en Europe, leurs investigations sont indiscutables parce que c'est fouillé. Ce sont des médias très responsables qui font les recherches. Et s'ils le rendent public, c'est qu'ils ont des preuves sur lesquelles ils sont assis. Les affaires de Football Gate, les affaires de, comment dirais-je, les comptes offshore. Mais restons. Oui, mais bien sûr, c'est pour dire que c'est Mediapart qui le fait. Et Mediapart l'a fait pour Ocampo, avec les comptes qui ont été dévoilés et tout cela. C'est pour dire que cette révélation-là, elle démontre très clairement que la Cour pénale internationale n'est pas crédible, ni aujourd'hui, ni hier. Et c'est terminé. Et c'est tellement gros que je voudrais bien voir l'Afrique se mobiliser. C'est-à-dire que tout le combat que nous avons mené depuis longtemps, aujourd'hui, il vient d'être confirmé. Et la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, ma structure, a sorti un communiqué pour dire ceci. Avec les révélations de Mediapart, c'est un tournant décisif, non seulement de la Cour pénale internationale, mais surtout du procès Laurent Gbagbo. La première chose à faire, un tribunal sérieux, il demande qu'une enquête indépendante soit ouverte contre M. Ocampo et même tout le personnel de la Cour pénale internationale. Parce que si ça touche Ocampo, c'est que Mme Bensouda aussi a reçu des pots de vin de M. Ouattara et de M. Guillaume Soro. Mediapart ne l'a pas dit. Oui, bien sûr, mais s'il l'a fait, parce que quand Mediapart dit que Ocampo était de connivence avec M. Ouattara, je vous rappelle que pendant que Ocampo était le procureur de la République, son adjoint était une dame qui s'appelait Bensouda. Donc si Ocampo est trempé, c'est que Bensouda est trempé. Pas forcément. Oui, je peux le supposer. Et c'est mon droit. Parce que je me dis que si la tête est pourrie, tout le corps va s'en suivre. Donc pour vous, quelles devaient être les conséquences? Donc les conséquences, 1, le procès on le suspend. Parce que cette affaire doit être clarifiée. Et c'est pour cela que la FIDOP a demandé que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit saisi. Mais par qui? Par les États membres signataires du traité de Rome, qui a institué la Cour pénale internationale. C'est-à-dire un État va saisir le Conseil de sécurité à l'effet d'ouvrir une enquête indépendante. Parce que
Mme Bensoud a dit qu'elle ouvre une enquête, mais diantre. Elle va se faire harakiri. Elle-même elle est trempée, et son premier patron est trempé, elle va oser dire qu'Ocampo, elle ne va jamais le faire. Donc Ocampo, au regard de son comportement, on la voit toujours en train de manigancer avec le régime Ouattara. Récemment, ils se sont retrouvés encore à New York. Vous vous souvenez récemment? Et au retour de là, elle est venue, le scandale éclate, elle dit que non, la Cour pénale internationale va ouvrir une enquête. Nous, on ne croit pas du tout en cette enquête. Bon, les commentaires que vous êtes en train de faire de cette affaire fera l'objet d'une marche le 4 novembre prochain à Paris. Vous y serez? Parce que c'est là l'occasion pour... Oui, c'est-à-dire que si les panafricains, si les Africains décident de faire une marche pour dénoncer le complot contre le président Laurent Gbagbo, mais le complot contre l'Afrique, les manigances de la Cour pénale internationale, la corruption qui mine cette institution et qui la disqualifie, je serai de cette marche. Et même, je voudrais qu'en même temps que la marche se tient à Paris, il est bon qu'elle se tienne également dans les autres pays européens et même aux États-Unis, parce que je sais que les amis des États-Unis, avec M. Eric Eddy, qui gère aussi un groupe là-bas, ils sont en train de se mobiliser pour faire aussi une marche dans ce sens-là. Et même en Côte d'Ivoire, parce que vous savez très bien que je suis aussi vice-président de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui est un groupe de l'opposition dans lequel se trouvent des leaders d'opinion, de la société civile et des partis politiques. J'invite EDS aussi à organiser une grande manifestation à Abidjan. Oui, mais là, c'est pas sur le plateau, hein. Vous êtes vice-président, organisez ça en votre... Oui, non, mais bien sûr. Quand je dis que j'invite, c'est parce que nous en avons parlé déjà. Et même, je sais que le président de EDS a réagi pour condamner les révélations qui ont été faites, pour demander à ce que la lumière soit faite et que le procès du président Laurent Gbagbo soit arrêté. Maintenant, il est bon que la marche de Paris soit également reproduite à Abidjan, pour que nous puissions demander à la communauté internationale d'arrêter de faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire en incarcérant toujours le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Et évoquant justement cette marche, il y a une polémique sur la participation des pro-Gbagbo, des gens qui ne sont pas proches de Gbagbo, des gens qui sont proches de Soro. Qu'en dites-vous? Vous avez eu écho de cette polémique? Oui, bon, mais écoutez, j'ai voulu un peu banaliser un peu la chose. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une polémique qui amène un peu, qui sème un peu une sorte de division en notre sein, mais il faut savoir raison garder. J'ai eu écho de ce que le jeune frère Steve Biko, qui a pris un peu l'initiative à l'issue d'un certain nombre de conseils, avait souhaité que des partisans de M. Guillaume Soro se mêlent à la marche et tout ça. Je crois que Steve Biko l'a fait de bonne foi. Sauf que nous sommes dans un contexte où les sentiments, les ressentiments des uns et des autres, on n'est pas au même niveau. Et donc, quand on est leader, quand on est chef, souvent, il faut savoir tenir compte des avis de nos personnes. Parce que quand ils ont lancé, récemment, quand M. Ouattara a lancé son mandat d'arrêt contre mon frère Damana Picasse et mon frère, le vice-président de EDS, Stéphane Kipré, mais je n'ai pas vu Soro Guillaume réagir. Hein. Souvent, en tant que... Non, je viens. Mais les pros-Soro ne sont pas demandeurs. Non, tout à fait. Peu importe. C'est pour cela que si les pros-Soro ne sont pas demandeurs, ce n'est même pas au pro-Gbagbo d'aller leur demander. Parce que s'ils ne sont pas demandeurs, les pro-Gbagbo non plus ne doivent pas être commandeurs. Parce que pourquoi je le dis? Cher ami, vous suivez un peu l'actualité en tant que journaliste. Soyons réalistes. Vous savez très bien que quand on a créé la CNC, il y a des partisans du PDCI, donc du RHDP, des rejetés du RHDP, comme M. Charles Konabani, comme M. Kakabé. Et puis il y avait un peu aussi Essi Amara. Les pro-Gbagbo ont ouvert les bras. Venez, ils ont même défilé à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que cela a donné après? Nos prisonniers continuent de croupir en prison et les exilés continuent toujours de crier haut et fort depuis l'exil. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens nous prennent pour des naïfs. Les gens prennent les pro-Gbagbo pour des naïfs. Il faut que nous montrions que nous sommes matures. En laissant le clan Soro et Ouattara dans leur conflit interne, et puis en continuant le combat tel que nous l'avons commencé depuis 6 ans, 7 ans, en mettant à notre profit les bonnes stratégies, c'est-à-dire que les crises doivent nous servir pour profiter de l'occasion, pour pouvoir agir, non pas dans la violence, non pas par les armes, mais de façon démocratique. Il faut que nous apprenions à être responsables. Chers amis, est-ce qu'on a besoin des pro-Soro pour qu'une marche
au regard des révélations de Mediapart, puisse être enclenché en France et partout dans le monde. On n'a pas besoin de... Maintenant, si les proseuros se sentent concernés, s'ils sont intéressés... Ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Et pourquoi c'est nous qui allons leur demander? Ils n'en ont pas parlé. Est-ce qu'on a eu besoin d'eux pendant 6 ans, 7 ans? Au contraire, nous souffrons des Soros. Nous souffrons de Soros parce que c'est lui qui est à la base de tout ce que nous souffrons aujourd'hui. L'actualité, c'est l'évolution de l'affaire de la cache d'armes de Boaké. Karaté Souleymane, plus connu sous le nom de Soutoussoul, est interpellé. Pour vous, cette décision est à saluer ou à blâmer? La FIDOP a réagi. Et en tant que président fondateur de la FIDOP, je vais d'abord m'appuyer sur ce que la FIDOP a dit, sur cette question. Nous avons estimé que la justice ivoirienne, elle ne se montre pas libre et indépendante. Parce que c'est très sincèrement... Et cette décision n'est pas une décision de... Oui, mais M. Soutoussoul aurait pu être arrêté depuis très longtemps. N'oubliez pas que cela date... Sans que les enquêtes n'aient abouti. Non, mais c'est un flagrant délit. C'est-à-dire que les armes qu'on a trouvées chez lui, vu l'énormité, la gravité des faits. Parce que n'oubliez pas que c'était en pleine mutinerie. Et les armes ont été indiquées aux mutins qui s'en sont servis. N'oubliez pas qu'il y a eu mort d'homme lors de cette dernière mutinerie-là. Et puis, en dehors de cela, bon, on connaît les conséquences. Donc, dès l'instant où les armes ont été trouvées chez lui, la première des choses, c'était pour moi, de mon point de vue, c'était de le mettre immédiatement aux arrêts. Pourquoi on ne l'a pas fait? Mais pourquoi on l'a fait pour Sam l'Africain, qui a fait un meeting à Yopougon? On a déclenché une procédure de flagrant délit pour le déférer immédiatement. Pourquoi on prend un garçon comme Samba David, et puis toujours sur les principes de flagrant des leaders? Donc en fait, en Côte d'Ivoire, quand tu es dangereux, on te respecte, on te craint. Mais quand tu es un simple leader d'opinion, parce que tu parles trop, on t'arrête. Et puis il n'y a rien. Il a été arrêté. Il sera jugé. Voilà, mais il a été arrêté, il sera jugé. Je peux vous regarder droit dans les yeux pour vous dire, vous savez quand il sera jugé? Parce qu'on a mis 6 mois avant de l'arrêter. C'est-à-dire qu'il était interpellé, il venait à la gendarmerie, tranquille. 300 tonnes d'armes de guerre. 6 tonnes. 6 tonnes seulement. Bon, je vais même multiplier ça. Je vais multiplier ça par au moins 150. Il y a que l'affaire aujourd'hui oppose quand même de façon ouverte. Ce n'est plus à cacher. La crise entre Soro et Ouattara a été ouverte par cette crise-là. Vous, en tant qu'homme politique, quel regard vous faites? Donc je terminais pour dire simplement que le fait qu'il soit interpellé, c'est vrai, certains m'ont dit mieux vaut tard que jamais, mais c'est vrai que ça fait quand même 2 poids 2 mesures. Et à la liste des leaders d'opinion qu'on arrête comme cela abusivement, j'ajouterais les étudiants. Des étudiants ont fait une marche de revendication. On les a matés, on les a violentés, on les a déférés, des jeunes filles, etc. On les a superposés en prison. Ce n'est que récemment, il y a même à peine une semaine, où ils ont été libérés. Et pendant ce temps, un monsieur chez qui on a trouvé des tonnes d'armes de guerre, il était tranquille. Et donc la coïncidence... Vous saluez. Oui, je salue cela, mais en même temps, je me dis peut-être même qu'il sera même jamais condamné. Parce que... Attendons de voir. Oui, mais enfin, la justice ivoirienne nous en a tellement montré. J'ai vu les condamnations de Assoa Adou. J'ai vu des condamnations de leaders. C'est-à-dire la justice ivoirienne, elle marche sur les ordres de l'exécutif. Ce qui est tout à fait aberrant. Parce que n'oubliez pas que nous sommes... Si on considère qu'on est dans un état de droit, dans une démocratie, on a quand même la séparation des pouvoirs. Et je m'en vais terminer. Pourquoi je dis cela? Où je doute de ce que ce procès sera équitable. Le procès de M. Kamaraté. Pourquoi? Mais parce que simplement c'est lié à la crise politique. Pourquoi à ce moment précis où on le défère? On le défère aujourd'hui parce qu'il y a une crise entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Et M. Guillaume Soro est même menacé parce qu'il y a une crise politique. Alors finalement, entre les deux, qui a l'ambition? Pour Soro Guillaume, nous savons qu'en 2020, il veut se présenter. Ce que M. Ouattara ne dit pas, mais que les observateurs de la vie sociopolitique savent et observent très bien, c'est que lui aussi, il veut se présenter certainement. Si je m'en tiens aux propos de M. Obasanjo, de l'ex-président nigérian, qui dans le journal Jeune Afrique, dit quelque part que se maintenir au pouvoir, ce n'est pas bon, ce n'est bon pour personne, ce n'est pas bon pour la démocratie. Ce qui sous-entend que M. Ouattara voudrait peut-être briguer un 3e mandat. De toute façon, nous l'attendons. Moi, je le regarde et puis je dis, j'ai même envie qu'il dise qu'il est candidat en 2020. Comme ça, la communauté internationale verra très bien
que parfois les gens se servent de la communauté internationale pour faire n'importe quoi. Il y a des dictateurs qui se masquent derrière la communauté internationale et la communauté internationale laisse faire. On a déjà considéré que Laurent Gbagbo était un dictateur, un assassin, un criminel, quelqu'un qui a instauré la démocratie dans notre pays et qui était prêt à faire ses 2 mandats et partir. La rébellion est née pour le contraindre au pouvoir jusqu'à ce que finalement il se retrouve à la Cour pénale internationale. Et M. Ouattara est assis sur le trône. Et aujourd'hui, Docteur Bokassokou, oui, nous sommes quasiment au terme. Oui, je sais très bien, mais je finis pour dire que ce procès... Je vous donne une occasion. D'accord, donnez-la moi. Je vous donne l'occasion de vous poser la dernière question et de la répondre. Allez-y. Très bien. Donc, je voudrais pouvoir dire que tout cela nous amènera où? Tout cela nous amènera où? Moi, de mon point de vue, ce n'est pas compliqué. Les Ivoiriens doivent être vigilants. Les Ivoiriens doivent être prudents. Cette crise, elle est très profonde et nous venons de très loin. Je voudrais peut-être me réjouir de ce que le clan qui a fait mal à la Côte d'Ivoire est en train de se disloquer. Mais je le dis avec raison gardée. En tant que leader d'opinion, je sais que les Ivoiriens arracheront leur liberté, mais en 2020. Il suffit simplement, quand la famille RHDP se disloque, il suffit simplement que tous ceux qui ne sont pas RHDP, qui sont des pro-Gbagbo, le parti du président Laurent Gbagbo, la société civile, se mettent ensemble et puis décident de s'organiser. Le pouvoir, vous le prenez en 2020. C'est vers cela que nous travaillons en tant que EDS. Et je voudrais vraiment encourager notre structure à s'ouvrir davantage à toute la société civile ivoirienne, à toutes les partis politiques de gauche, pour qu'en 2020, M. Ouattara, M. Soro et le PDCI, tous ces gens puissent se déguerpir du plancher. Amis de 20 TV, encore merci pour votre fidélité et prenons rendez-vous pour le prochain numéro des grandes questions d'actualité. Je vous remercie.